Je me nomme Gut Després. Je m'en viens du Cotentin, pays des trois mers et des sept vents, petit doigt en l'air qui chatouille le ventre de l'Angleterre, et je compte depuis 62 ans. Je m'appelle Jean-Claude Botton, je viens d'un petit village de Sologne et je compte depuis 35 ans. Aujourd'hui, on se rencontre pour jaser de contes. Et pour lancer la discussion, on a apporté 3 objets qui représentent les 3 sujets dont on va vous parler. Vous écoutez Vide ton sac, un tête-à-tête autour du conte, un balado de la Maison des Arts de la Parole. Eh bien, Gut, vraiment, merci beaucoup de l'invitation, de venir chez toi passer ce moment. Puis en plus, on est bien accueillis. Allez, À la merci tienne. encore. C'est pas mauvais, hein? Non. Bon alors, qu'est-ce que tu nous racontes? Ah, parce qu'il faut raconter. Ben, tu sais bien, ils nous ont dit qu'il faut venir avec des objets, voilà, qui représentent un peu 3 sujets. Je sais pas ce que toi t'as apporté, mais... Ah ben moi j'ai amené, elle m'a dit vide ton sac. Oui? Alors j'ai amené mon sac, D'accord. je le vide, mais vous risquez de péril, hein. Bon, tu te rappelles que le premier objet, c'est celui qui, pour toi, symbolise le conte. Oui, Ouais. ben voilà, le compte c'est le sac. D'accord. Et puis dans le sac, il y a une gamelle. Puis dans la gamelle, il y a un daim. Et ça, c'est le compte. Tiens, D'accord. voilà. Il y a puis une cuillère qui se plie. Et puis mon tapis de compte. Ça, c'est tout mon matériel qui me sert quand je vais compter. Non, ben alors, mon objet, c'est le sac à compte, c'était vide ton sac. Donc ça, c'est le sac qui me sert quand je vais faire les spectacles. Je l'emmène, c'est mon matériel qui est sur la table. Et si j'ai pas ça, je me sens pas bien à l'aise pour faire D'accord. mon affaire. Alors, Et là-dedans, t'as quoi? ça, c'est la gamelle à crème. Où c'est que j'allais chercher la crème avec ma mère. D'accord. C'est l'histoire que je t'ai racontée l'autre jour. Oui, je me souviens très bien. Bon, c'était en 45 que c'était... non, en 44, je dis, au mois d'août 44. Et le débarquement avait eu lieu, ça bombardait, ça tirait partout. Et puis ma mère dit, bon, on va aller chercher de la crème chez une voisine. Alors ça, c'était cette gamelle-là. D'accord. La gamelle à crème. Et on arrive, et puis au moment de revenir, on entend un bruit comme un train à vapeur, un bruit épouvantable. Et c'était un avion qui venait d'être touché par la DCA allemande et qui brûlait. Et le gars, il descendait, il a fauché les arbres en haut. Ma mère, elle m'a jeté dans le fossé, elle s'est jetée sur moi. On est resté là dans le fossé. L'avion a explosé en se posant. J'ai encore là le bruit de l'explosion. Et puis, quand j'avais ma mère couchée sur moi qui tremblait comme une feuille morte, et puis quand il n'y a plus eu de bruit, que bon, les Allemands sont arrivés avec les chiens pour aller chercher le pilote, etc., ma mère m'a relevé, puis elle m'a dit, mon petit gars, t'as pas eu peur? Je n'ai pas eu peur, hein? J'étais le nez dans la crème. Bon, voilà, mais ça, c'est la petite enfance. Ça, c'est un peu plus grand. Ça, en Normandie, on appelle ça une moque. Ouais. Hein, Ouais. ce qui a donné en anglais mug, après. Et ce qui servait à boire le cidre. Et ça, c'était ma mug de Piotin. Voilà. Celle-là, je l'ouvre pas, mais celle-là, c'est... C'est des sculptures faites dans des défenses de morse. C'était les boîtes qu'avaient les matelots. Bon, ben voilà. Et finalement, tu te débrouilles pas mal, toi. On te dit, vous apportez un objet. Bah, j'ai apporté le sac. Oui. Le sac, c'est tout ce qu'il y avait dans le sac. Ah, voilà. Qu'est-ce que je te dise, moi. Ouais. Le compte, pour moi, c'est le sac de vie qu'on a sur le dos. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Exactement. Ce que je possède, c'est dans mon sac. Mon sac, il est là. À chaque fois que je sors ça, il y a un objet
qui va amorcer un conte, ou qui va donner une coloration au conte. La gamelle de crème, je raconte pas aux gens qu'est-ce que c'est que cette gamelle, que je vais la raconter pourquoi. Mais moi, quand je mets la gamelle là... Toi, tu sais de quoi elle est nourrie. Et oui. Et ton histoire, elle est nourrie de l'épisode « Ta maman couchait sur toi pour te protéger de l'avion ». Et voilà. Et ça, ça reste tout le temps. Et le conte, il est né là-dedans. L'histoire du gamin qu'elle naît dans la crème, c'est devenu une histoire drôle aujourd'hui, qu'il n'était pas du tout au moment. Je ne me souviens pas ce qu'elle m'a dit ma mère après, mais moi je me souviens que j'avais le nez dans la crème, que c'était bon, et puis que c'était bien comme ça. Et c'est comme ça que la dramaturgie du récit se fait. Et quand j'ai ça devant moi, puis que je passe sur une histoire où il est question de femmes, etc., la femme des femmes, c'est ma mère, qui était toute seule avec son petit gars, et le petit gars, c'était moi. Alors le petit gars, aujourd'hui, il a 80 balais. Tu vois. Oui, mais je trouve ça magnifique, parce qu'effectivement, tout y est là-dedans. Ah oui. Il n'y a rien, hein. Non, mais tout y est. Mais tout y est. C'est ça le conte, en fait, tu as raison, c'est que on peut le mettre comme ça, il semble anodin, pas très important, et en fait, il est tellement chargé d'émotions que du coup, il trouve sa force là-dedans. Bien sûr. Pour aller après jusque dans les oreilles des gens qui écoutent. Mais bien sûr. Et il trouve sa force, il me donne sa force. Aussi. Pour permettre de transmettre, de communiquer et de faire passer. Mon sac à compte, c'est important d'avoir tout mon petit bazar, et quand j'arrive sur la scène, la prise de position, de possession de la scène, c'est ça. D'accord. Alors, oui, c'est ça. Ça se met sur le petit guéridon, et puis il y a ça qui se met là, puis ça qui se met à côté, la cuillère et la moque. Voilà. Et ça... Ça y est, tout ton univers est là. L'univers est là, j'ai plus qu'à aller me promener dedans. Parce que je sais pas comment tu fais toi, mais moi je compte. Pas pour les gens, hein. Je compte pour moi, à voix haute, de façon à ce qu'ils l'entendent. Ce qui n'est pas pareil. Oui, mais c'est marrant parce que tu parles d'univers. Là, on dit ça, c'est ton univers. Et alors moi, l'objet que j'ai apporté pour essayer de dire pour moi, qu'est-ce que c'est que le conte, c'est l'univers. Donc tu vois, on était partis sur les mêmes pistes sans le savoir. Voilà. Pour moi, le conte, il est tout là-dedans. C'est-à-dire que, comme ton univers à toi, moi j'ai pris à l'univers la Terre. Puis j'aime bien cette petite map monde parce que c'est une balle. Donc on peut presque jouer avec. Tu sais, on pourrait faire comme Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Et en fait, voilà, pour moi, le conte, c'est ça, parce que c'est l'humanité. Ce que le conte m'a apporté, m'a appris, c'est l'humanité, le partage des émotions, des histoires, des frissons avec des hommes et des femmes de la planète. Grâce au conte, j'ai eu l'occasion de voyager, d'aller dans des endroits où je serais probablement jamais allé s'il n'y avait pas eu le conte dans ma vie. Et si je dois choisir un endroit, je m'arrêterai peut-être sur Tahiti. Grâce au conte, j'ai eu l'occasion d'aller à Tahiti, et on m'avait demandé là-bas ce que je pouvais faire, où est-ce que je pouvais aller raconter. Donc on avait tout un petit programme d'établi, et le moment le plus fort vécu là-bas à Tahiti, ça a été à la prison. Voilà, j'étais déjà allé compter en France dans des prisons, dans des maisons d'arrêt. À chaque fois, c'est une émotion très très forte qui nous envahit. Mais là-bas, je me suis retrouvé à la prison de Nuutania, à Papeete. Et dans cette prison, j'y allais pour une semaine, enfin 5 matinées. Et le premier matin, en arrivant, toujours la même émotion en rentrant, le bruit des clés, portique de sécurité.
Et puis là, je me retrouve rapidement devant une dizaine de détenus qui étaient tous polynésiens. Ils avaient tous le même costume. Marcel, Bermuda, tongs, tatouage, tatouage, tatouage. Et là, les gars là-bas, ils me disent mais qu'est-ce que tu viens faire là? Ils n'ont pas dit qu'est-ce que tu viens foutre là, mais c'était un peu mais qu'est-ce que tu viens faire là? Et moi, tu sais, un peu bravache, je fais ben moi, je viens pour vous raconter des histoires, et puis on va passer 5 matinées ensemble, et j'espère bien qu'après vous en avoir raconté, vous allez pouvoir m'en raconter aussi, qu'on partage, qu'on échange. Je prends un bide total. Ils avaient les bras croisés comme ça. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Et là, j'ai rien choisi. Il y a un conte qui est arrivé tout seul. Et j'ai raconté la mère des contes. Tu sais, ce conte où on dit qu'au début du monde, il y avait un homme et une femme. Et que cette femme, tous les soirs, recevait les coups de bâton de son mari, bûcheron. Et que pour échapper aux coups de bâton, pas trop pour elle, mais surtout pour l'enfant qui venait dans son ventre, pour protéger son enfant, comme Scheherazade, tous les soirs, elle a raconté des histoires à son homme, qui au bout d'un moment ne prenait plus le bâton pour la frapper. Et je termine en disant, et voilà, et depuis ce jour-là, on dit que les hommes et les femmes de la terre, quand ils se réunissent pour se raconter des histoires, ils ne pensent pas à prendre les bâtons ou les fusils, et que c'est aussi pour ça qu'on raconte des histoires. Et en face de moi, il y en avait un, Jean, 45 ans, 135 kilos, qui pleurait à chaudes larmes. Tu sais, il y avait les larmes qui roulaient toutes seules comme ça sur ses joues. Et tout de suite, j'ai eu peur que les autres, ils se moquent de lui. Tu vois, un prisonnier, c'est un costaud, enfin, dans l'imaginaire. Mais les autres ont vu les larmes et ont respecté les larmes de ce gars-là. Et à partir de ce moment-là, avec un compte de 5 minutes, il n'avait plus aucune question à me poser pour savoir ce que je venais faire là. On a passé 5 matinées extraordinaires ensemble, voilà, de partage, d'amitié. Ils m'ont raconté des histoires. Et tout ça c'est là-dedans. C'est-à-dire que le conte, pour moi, c'est cette force incroyable, en quelques mots, en quelques émotions, de réunir des gens qui ne se connaissent pas et de faire qu'en quelques minutes, ils aient quelque chose en commun. Une fois qu'on a raconté une histoire à un public, on ne se connaissait pas 5 minutes avant, mais 5 minutes après, on a échangé des émotions, des contes, et ça, c'est extraordinaire. Et ça a été ça à Tahiti, ça a été ça au Mali, ça a été ça à plein d'endroits différents. Donc moi, je dis un grand merci au conte pour m'avoir permis tous ces voyages et puis toutes ces rencontres magnifiques, vraiment magnifiques. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais le passage par la Corse prison, comme dirait l'autre, c'est très édifiant pour le conteur quand tu passes là. Moi, j'en avais fait en France, mais la pire prison que j'ai connue, c'est à Montréal, château de Bordeaux. Et les gars nous posaient des questions. Alors moi, je vais raconter des histoires, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur la guerre de 14, etc. Et puis dire que j'étais normand. Et puis à la fin, il y a un gars qui dit, disons, mon père, il a débarqué en Normandie, il a été tué sur la plage, ça ne te gêne pas de venir compter ici puis de faire le pharaon? Aïe. Bon, j'ai mis ça dans ton sac. Dans mon sac. Puis j'ai dit, tu sais mon gars, il faut mieux que ton père soit mort en Normandie plutôt qu'il soit ici et te voir en prison. Oui, j'imagine. Et on a continué, et à la fin, le gars est venu me voir, il me dit, je peux te broyer un bec? Et mon taulard, gros bec, et je chiole, et je chiole, et je chiole. Bon, j'étais à la limite d'être pareil. Hein? Ouais. On reçoit énormément de cadeaux comme ça, de gestes, comme le gars qui vient t'embrasser, ou de paroles qui sont magnifiques et qui prouvent que la part d'humanité qu'il y a en à chaque être humain, quel que soit son parcours. Ah oui, tu as pris le mot cadeau, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que j'ai ressenti bien des fois après des spectacles
Je veux dire, mais quel cadeau ils m'ont fait. Ouais. Et puis les contes sont tellement porteurs de tellement de sagesse et d'humanité que, voilà, que naturellement ça nous pousse à aller vers l'intime. Quand tu parles de ta gamelle à crème, on est au plus profond de ton intime, de ta vie, presque de ta survie. Ouais. Ouais. Mais, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est ce côté-là de l'intimité. Et on sait très très bien qu'avec les histoires que l'on raconte, on va toucher au plus profond l'intimité des uns et des autres, et que ça c'est... Oui. On le sait, on le sait pas. On le sait. On le devine. Ce qu'on sait, c'est que, enfin, moi je ressens ça comme ça, c'est que c'est l'immense respect que j'ai pour le public. L'immense respect pour la multiplicité des histoires qui sont assis en rang devant moi, des moments de vie, des temps de vie, et quelquefois, assez rarement, parce que tu es pris par le récit, t'accroches un regard particulier. Et blanc, tu dis ça y est, il y a une porte qui est ouverte, mais il ne faut pas que je reste là parce que je vais rester qu'avec bien sûr, et on repart. Et ça, ça donne une puissance. Moi, je me nourris avec ça. Quand je sens que c'est accroché et que ça part, bon, c'est vrai, quoi. Hein? Bon, alors, voilà, il ne faut pas être effrayé malgré son nom, de la chouette effraie, de la dame blanche. Alors, sur le deuxième thème de la rencontre, notre univers, mon univers de conteur, voilà, c'est pas toujours simple de déterminer un axe, un univers de conteur. Souvent, on va piocher dans pas mal d'endroits différents entre les contes de sagesse, les contes de terroir, les contes érotiques et j'en passe et des meilleurs. Et en fait, ce qui m'est apparu comme le thème le plus fort dans mes histoires, c'est les cassés, les fêlés, ceux qui ne sont pas pareils, ceux qui sont différents, ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, ceux qui sont un peu tordus, un peu bancals. Et puis, j'ai pensé à ce que l'on dit souvent, tu sais, des fêlés. On dit que souvent les fêlés... Heureux les fêlés. Ils sont les seuls à laisser passer la lumière. Et j'ai pensé à la chouette que j'aime beaucoup. Et parce que elle, c'est un peu la même chose. Elle vit dans l'obscurité, mais elle y voit clair, comme les fêlés voient clair avec leur fêlure. Voilà. Et puis, en plus de ça, j'ai eu l'occasion de raconter une fois avec une chouette effraie. C'était... Une vraie? Oui, une vraie. Oh, wow. Elle m'a accompagné gentiment pendant les contes. C'était... ah oui, tu vas voir le privilège, c'était un privilège majuscule. C'était des balades contées dans le parc du château de Chambord. Et chaque conteur allait s'installer là, à l'endroit où il devait conter, il partait tout seul. Et puis, je suis arrivé à la petite chapelle, la chapelle de Maurepas, la petite chapelle où je devais compter. Donc, je m'installais pour attendre le public. Je suis arrivé, j'ai mis des petites bougies qui étaient prêtes à être allumées. Et puis, au bout d'un moment, j'ai entendu du bruit au-dessus de moi. Et là-haut, sur une poutre, il y avait une chouette effraie qui était là. Une dame blanche. Une dame blanche. Et elle est restée là tout le temps. Il y a eu des moments, j'ai l'impression de la gêner un petit peu. Mais elle est restée là pendant les contes quand le public est arrivé. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle s'est manifestée à 2 ou 3 moments pendant les histoires et que les gens étaient complètement surpris, qu'ils ont relevé la tête. Voilà, et comme à chaque fois, j'ai raconté ce soir-là des histoires de gens un peu fracassés, un peu fêlés, et de la beauté intérieure des gens, même s'ils n'ont pas la beauté extérieure. Bon alors, et toi, tu nous as apporté quoi comme ton univers de conte? Tu l'as déjà installé avec le premier objet. Alors, mon univers de conte, j'ai amené ça.
Ça, c'est le casque de mon grand-père Désiré. Mhm. Désiré. Un peu cabossé, un peu... Et c'est lui qui me l'a remis avant de mourir. Et donc, c'est un objet hyper précieux. Alors pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que, bon, j'ai toute une partie de mon univers de contes qui tourne autour de la Grande Guerre. Le grand-père recevait tous les ans ce que j'appelais les oncles de guerre, c'est-à-dire les camarades de combat du grand-père qui venaient avec leurs femmes. La table était dans l'autre sens, la cheminée derrière. On faisait un bon gros repas pendant lequel on parlait de choses et d'autres, etc., mais surtout pour de la guerre. Ouais. Et puis à un moment donné, les femmes s'en allaient. Elles allaient à la cuisine, elles allaient faire de la vaisselle, elles allaient faire des choses. Et les bonhommes, là, entre eux, prenaient le verre de gnôle et ça partait. Et moi, petit gars, je me planquais sous la table pour entendre. Et j'ai entendu un tas de choses, des mots qui me disaient rien, qu'est-ce que c'était que le chemin des dames, qu'est-ce que c'était un mot qui permettait de penser autre chose, qu'est-ce que c'était que Vaux, qu'est-ce que c'était que Douaumont, qu'est-ce que c'était que Verdun, bien entendu, qui revenait. Et les gars racontaient, mais avec beaucoup de gravité et de fraternité. Et moi, j'en revenais pas que des bonhommes qui avaient fait la guerre, la première, et pour certains la deuxième, soient capables d'autant d'humanité dans ce qu'ils disaient. Il n'y avait pas les médailles, le truc, ça c'était pas ça. C'était, tu te rappelles, le petit Jean. À ce moment-là, tu avais un gros silence. Puis il y en a un qui disait, oui, il serait avec nous aujourd'hui, mais sans jambes. Ça serait pas drôle, hein? Et puis, etc., etc. Et ce monde de 14-18 m'a omnubilé. Quand je suis rentré dans l'armée, gamin, j'étais omnubilé par ça. Et donc, cette histoire de 14-18, j'ai fait énormément de collectage sur les anciens combattants, à l'époque, où il y en avait encore, des gars de 14. Et j'ai récupéré des tonnes de documents. Le bâtiment en face, il n'y a plus la doublure, j'ai enlevé tout à l'heure parce que j'avais peur de l'abîmer. Et ce truc de 14, ça m'a permis des rencontres, on en avait parlé un peu l'autre jour, avec des gens comme Maurice Genevoix. Oui. Et j'avais une grande admiration pour Genevoix, surtout pour Rabelais et puis ses romans canadiens aussi. Mais il y avait les 4 tomes de ceux de Verdun. Et je t'avais raconté l'histoire avec Sylvie, avec sa fille. Ce jour-là, moi j'avais fait la mise en scène du roman de Renard pour l'université de Poitiers. Et lui décide d'assister aux répétitions. Tu as connu le petit bonhomme. Bon, non. Et après, il y avait un repas à Place Charles VII. Et en face de moi, il y avait Maurice et Sylvie, sa fille, qui était à côté. Avec Sylvie, on avait déjà bien sympathisé avant. Et puis là, je lui dis, dites donc Sylvie, est-ce que je pourrais parler de la guerre de 14 avec votre père ou est-ce que c'est déplacé? Et cette bourrique-là, hein, papa, il voudrait te causer de la Grande Guerre. Oh, je l'aurais étranglé. Et je ne vois pas. Tout à l'heure, on est sorti à la fin du repas, entre le fromage et le dessert, et je lui ai raconté pourquoi je voulais lui parler. Alors, je commence à lui dire, vous étiez le lieutenant au 106e régiment d'infanterie? Oui. Pendant la bataille de l'Argonne, sur la tranchée de Calonne, vous occupiez la zone gauche du 106? Oui. Et entre vous
Et le 132e, il y avait le ravin des cuisines. Oui, et alors? Et puis le ton, à chaque fois, et alors? Ben, la sentinelle extrême droite du 132 était mon grand-père, Désiré Després. Il me chope, il fait des nuits, on se met sous un réverbère, il me regarde, puis il me dit « Ouais, il avait les mêmes yeux que toi. » Je dis « C'est plutôt moi qui ai les mêmes yeux que lui. » Il me dit « C'est comme tu veux, mais c'est pareil. » Et après cette affaire-là, bon, ben, on ne va pas m'étendre là-dessus, mais il y a eu nos rendez-vous, c'est là où il m'a invité tous les ans à faire le pèlerinage des éparges et à monter aux éparges. Mais moi, j'étais le petit jeune. Hein. Donc moi, il ne fallait pas que je pose de questions. Je me contentais d'être là, de monter là-haut, et pas d'enregistrement surtout. Bon, parce que là, il y avait une quinzaine de vétérans, dont certains grands noms de la littérature française, hein, et ça restait là. Ouais. Tu fais partie des nôtres, mais tu restes là. Alors, quelques années après, j'ai dit à Sylvie, tu sais, je raconte des histoires sur 14-18. Oui, t'inquiète pas, il le sait. Il y a des gens bien intentionnés qui l'ont dit, et quand il a su que tu faisais ça, il a dit, j'ai bien fait de l'inviter à monter aux éparges. Alors j'allais dire, c'est drôle. Oui, enfin, c'est touchant. Et alors, c'est drôle parce qu'en échangeant comme ça, on en a déjà parlé un petit peu, mais moi, c'est vrai que 14-18, moi, mes deux grands-pères ont fait 14-18, dans les tranchées. Et cette guerre-là, elle m'a toujours interpellé parce que, surtout, je pense, parce que mes deux grands-pères ne m'en ont jamais parlé. Ils ne voulaient pas en parler, ni l'un ni l'autre. Ah mais moi, ils n'en parlaient pas, c'est bien pourquoi j'espionnais les reports. Et après, du coup, alors c'est étrange, quand j'ai lu le roman de Joseph Boyden qui s'appelle Le chemin des âmes, tout de suite après avoir refermé le bouquin, j'ai eu qu'une envie, c'était d'en faire un spectacle. Et donc, on a monté un spectacle avec Michel Bouet et Jean-Louis Compagnon sur le chemin des âmes et l'histoire de ces deux Indiens cris qui partent du nord du Canada pour s'engager dans les tranchées en Europe. Et voilà, ce roman reste... Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on a la réalité crue de la guerre, et en même temps, dans le roman, et dans tes contes aussi sur la guerre, on a le côté imaginaire et fiction qui arrive et qui se mélange un peu. Du coup, ça nous amène à notre troisième sujet de discussion. Complètement. En quoi la réalité, les récits de vie des gens viennent nous percuter dans nos histoires. Tu l'as déjà, rien que le début, on était déjà dedans avec la gamme et la crème. C'est difficile de séparer les trois thèmes, puis ils font partie les uns des autres, ils sont déductifs. Et donc, moi, comme objet, pour symboliser le récit de vie, je vous ai amené mon vieux nounours, mon nounours d'enfance. C'était le tien? Oui, c'est le mien. Alors, tu vois, il est un peu déchiré derrière, il va falloir que j'y fasse un point. Et en fait, je me disais, voilà, la vie de quelqu'un, ça peut être ça. C'est lui, mais c'est un peu moi aussi. Et puis voilà, on le sait bien quand on est gamin, qu'on a nos peines, nos misères, à qui on va les confier très souvent, c'est à notre nounours. Et puis c'est en lien aussi avec ce que je disais précédemment sur les histoires. Tu vois, il est tout cassé, il est fracassé, lui aussi, il est un peu fêlé. Les yeux, ils sont partis depuis longtemps. Ma grand-mère l'a recousu à quelques reprises. Et en fait, il est un peu comme certains personnages de mes histoires. Il est un peu comme ça, un peu cassé. Et voilà, et dans les collectages d'histoires que l'on a pu faire tous les deux, enfin moi je sais que ce que j'en ai retiré, comme là récemment avec des personnes âgées, c'est que les récits de vie de ces gens, ils viennent t'alimenter directement ou indirectement dans tes contes.
Et parce que tu sais, souvent, il y a eu la question, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu racontes des contes? Est-ce que c'est des vrais contes? Est-ce que c'est des contes traditionnels? Après, le récit de vie est arrivé chez les conteurs, il y a quelques dizaines d'années, et puis il y avait des gens, il y avait un débat, il y avait des gens qui disaient non, mais attends, ça c'est du récit de vie, c'est pas du conte, etc. Et moi je trouve que le débat n'a pas forcément à avoir lieu à partir du moment où on se laisse faire, nous, conteurs, par les récits de vie des gens, et puis que ce qu'ils nous ont confié, ça transparaît, ça ressort, mais pas forcément directement, on raconte pas forcément leur vie, mais on le raconte à travers nos histoires. Et là, moi, ma dernière expérience, c'est qu'avec les récits de vie des gens en maison de retraite, j'ai écrit des histoires. Alors c'est en même temps leur vie, mais ça passe par mon filtre à moi et par mon imaginaire à moi. Et c'est comme ça qu'il y a un grand-père de plus de 90 ans qui dit moi, de toute façon, quand je suis né, je pesais une plaquette de beurre. Non, pas une, 3 plaquettes de beurre, pardon. Je pesais 3 plaquettes de beurre, 750 grammes, enfant prématuré. On m'a mis dans une boîte à chaussures, dans le coin de la cheminée. Tu connais la solution. C'est comme ça qu'on faisait les couveuses à l'époque pour sauver les prématurés. Puis il y avait sa fille à côté. Puis sa fille dit, mais papa, il y avait autre chose à ta naissance. Puis là, ça a été un peu compliqué à faire revenir, ou peut-être qu'il n'en avait pas envie, ou moins la possibilité. Elle dit, mais tu te rappelles, tu n'étais pas tout seul dans le ventre de ta maman. Tu avais une sœur jumelle. Et donc, il y avait une petite sœur, il y avait des jumeaux, un garçon et une fille, tous les deux prématurés, évidemment. Et donc, j'ai écrit un texte où j'imagine que c'est lui, cet homme, vers la fin de sa vie, qui écrit une lettre à sa sœur jumelle pour lui raconter ce qu'il a vécu et ce qu'elle n'a pas connu, évidemment, parce qu'elle est décédée au bout d'une semaine. Et voilà comment les récits de vie des gens, avec tous les cadeaux aussi qu'ils nous font en nous racontant les moments les plus intimes, les plus forts de leur existence, comment ils nous rendent de sacrés services quand on a besoin d'aller piocher une émotion à gauche ou à droite pour la servir, enfin pour la mettre dans nos histoires. Puis je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais beaucoup pioché, j'ai laissé venir. C'était au hasard des rencontres, des débats, des discussions après boire, des trucs, et où à un moment donné, il y avait une phrase, il y avait un mot, il y avait quelque chose, je me dis, mais oui, mais bien sûr, c'est ce que je cherche depuis je ne sais pas combien de temps. Et une fois qu'il y a ça, il n'y avait plus qu'à reprendre dans le sac de vie, de réassembler des... c'est ça, voilà, il n'y a plus qu'à... Oui. Il y a une femme qui m'avait surprise un jour, parce qu'elle venait en stage compte avec moi depuis pas mal d'années. Et puis, je la sentais toujours un petit peu sur la réserve. Il y avait quelque chose, il y avait un blocage quelque part que je n'arrivais pas à expliquer. Et puis un jour, pendant un stage, elle nous a raconté que si elle était encore en vie aujourd'hui, c'est parce que pendant la guerre d'Algérie, un jour, il y avait un de ses copains de l'école, un petit arabe, qui étaient venus toquer à leur porte en disant, surtout ce soir, ne restez pas dans la maison, allez vous cacher dans la montagne. Et là, du coup, quand elle a raconté cet épisode-là, c'était une émotion pure, on avait tous la chair de poule. Et là, pour la première fois, elle s'est lâchée pour raconter un truc, et c'était un récit de vie, un morceau de sa vie, que si elle était encore en vie aujourd'hui, c'était grâce au petit Mohamed qui était venu les prévenir ce soir-là qu'il fallait se sauver. J'ai dit, voilà, tu as vu là, tu as touché l'essentiel de raconter, de comment on raconte. Ah oui, mon père n'était pas rentré encore à ce moment-là, et il y avait des réunions à la maison. De gens qui venaient tard le soir, ma mère ne voulait pas qu'on soit là, etc. Et un soir, j'ai dit, bon, je vais me lever, je vais entrouvrir la porte de la salle, puis je vais regarder. Et qu'est-ce que je vois à la réunion? Le curé, l'abbé Marais. Mon père avait la réputation de bouffer du curé à tous les repas. Ah, oui. Et pourquoi que le curé était là? Et là, ça commençait à me trotter dans la tête, et pourquoi que le curé était là? Bon,
2 ou 3 jours après, il y avait catéchisme. Je vais au catéchisme, c'était le soir, les filles dans la chapelle de la Vierge, les gars dans la chapelle Saint-Joseph. Et je m'arrange pour être le dernier, pour ramasser les catéchismes et de mettre là, parce que j'avais bien envie de régler mon compte avec le curé. Et je m'en vais voir le curé, et puis il dit bon, monsieur le curé, vous étiez chez maman hier soir. Oui. Ben, papa, il n'aimait pas les curés. Non. Alors pourquoi que vous venez? Ton père, il rentrera pas. Ah ouais. Il retrouve sa manche, Il avait un numéro. le matricule de Dachau. Il a fallu que je remonte chez moi, il y avait 4 km à pied, il faisait nuit. Puis je dis, en fin de compte, les curés, c'est pas tous des salauds. Oui, même si... Et j'étais avec ça, et j'ai eu... après, ça m'a travaillé. Et après, j'ai eu beaucoup de respect pour ce type, dit en fin de compte. Comme quoi, on part sur des stéréotypes. Oui, oui, oui. Bon. Oui, lui, il avait vécu l'enfer. Mais Et avec mon père, voilà, c'est et lui, lui, voilà. c'est lui qui avait rapporté la nouvelle qu'il ne rentrerait pas. Ma mère ne voulait pas le faire savoir tant qu'on n'avait pas les preuves formelles. Et bon, et de ça aussi, toi, ça nourrit le compte. Parce que le petit gamin qui remontait son chemin à la côte Saint-Michel pour aller là-haut, tout du long, c'était bon. Alors, pourquoi que lui, il est revenu? Et j'en arrivais à des conclusions en haut, parce qu'il a le bon Dieu avec lui. Ah! Et puis ça m'arrangeait pas. Ça, tu vas changer la face du monde. Non, ça t'arrangeait pas. Non, ça m'arrangeait pas. Non, t'as trouvé une autre... Non, je trouvais que c'était injuste. Bah oui. Qu'il y avait que ceux qui avaient le bon Dieu qui revenaient, puis pas les autres. Ouais. Bon, ça c'est... Non, mais c'est... La part d'humanité qu'on reçoit de tout ça, y compris du sac, et qui nous permet de parler et de dire, je ne sais pas si c'est un privilège du bon Dieu, mais en tout cas c'est un foutu privilège. Ah oui. Oui, oui, c'est un privilège. C'est un foutu privilège. Gut, tu nous as pas présenté ton troisième objet, toi. Ben C'était quoi? J'ai complètement oublié. Ouais, mais il n'est pas trop tard. Ah ben non, non, je l'ai enlevé tout à l'heure, je l'avais autour du cou. Je l'ai là, puis le voilà. Voilà. Le voilà mon objet. Là. Alors c'est un petit sac. Ouais. Là, c'était une canine d'ours. Et dans le sac? Et dans le sac, je ne sais pas ce qu'il y a dans le sac. Comment ça, tu sais pas? Non, je ne sais pas ce qu'il y a dans le sac. On m'a donné le sac en me disant de ne jamais l'ouvrir, que c'est en remerciement de ce que j'avais fait avec eux, qu'ils me donnaient ça, et que je n'appartenais pas à la nation Innu, mais qu'avec ça, je serai toujours avec eux. Et donc, pour ne pas mentir... Ah, c'est pour ne pas mentir. Ou les faire mentir, je prenais l'engagement de porter ça autour de mon cou à chaque fois que je apporterai la parole en public. Quand je vois comment les historiens écrivent la guerre de 14, pour parler que de celle-là, en balançant des choses vérifiées, mais où les hommes n'ont pas leur place. C'est la bataille d'un tel, tant d'hommes, tant de oui, compagnies, c'est ça, tant de oui, trucs comme ça. les numéros. Mais la réalité n'apparaît pas, le côté humain. Bon, ce que j'adorais chez Genevois. Ah oui, bon. Ça chez Genevois, dans ceux de 14, c'est extraordinaire. Et donc, mais j'en connais pas beaucoup d'autres qui sont capables de faire ça. Et dit, bon, bah, il y a des choses à faire. Moi, j'ai bien pensé longtemps, j'ai travaillé sur l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père, donc j'ai fait l'historique de ce qu'il avait fait, tout ce que j'avais pu récupérer, etc. Et je ne suis pas capable de le raconter, c'est trop... Bon. Oui. Mais
À un moment donné, je dis, il faudrait que j'écrive l'histoire de mon père. Mais en fin de compte, je sais très peu de choses. J'ai récupéré des documents allemands de la Gestapo, etc. Ma mère a jamais voulu vraiment en parler. Et à un moment donné, je lui ai dit non, non, ça sera pour moi. Ça sera pour moi. Puis bon. Oui, oui. Et puis encore une fois, ça ressort et ça retranspire dans tes histoires. Ah voilà. oui, non, mais ça c'est... Donc là, tu le transmets, mais oralement. Je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Ouais, bon, ouais. c'est... Regarde, tu sais ce qu'on va faire? On va remettre le couvercle sur la marmite des histoires. Tac. Fais attention qu'il se noie pas. Oh, parfait. Et les histoires vont s'arrêter là. Ah, super. C'est bon. Waouh! Oh! Celui-là, tu peux le garder. Oh! Le clap de fin.